Salut Bilal. Salut. Alors aujourd'hui, tu es auteur, compositeur, interprète, comédien, chorégraphe et producteur. Oui. Tout ça. J'aimerais qu'on revienne à ton enfance. Petit, tu rêvais de scène, de faire de la scène. Comment est-ce que Bilal Hassani, enfant, adolescent, etc., a construit Bilal Hassani qui se tient face à moi aujourd'hui? Je pense que beaucoup de l'imaginaire de l'enfant a fait pour l'artiste que je suis aujourd'hui, parce que j'ai toujours cru au folklore un petit peu que je m'étais inventé, que je me suis fabriqué petit. Enfant, j'avais des journaux et des journaux d'écriture où j'inventais des histoires sur une sorte de pop star intergalactique qui devait sauver des planètes dans des univers parallèles, des choses comme ça. Et je nourrissais un petit peu cet imaginaire-là. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de lui faire confiance et de le rendre réel. Donc, ça a été en partie faire ça, confiance un peu en mes rêves. Et je pense aussi à mon entourage familial qui m'a pas un peu mis de côté quand il a été question de commencer une formation artistique, d'aller au conservatoire à Breuillet dans le 91 quand j'étais petit. Donc il y avait ce truc-là un petit peu où je me sentais assez à l'aise dans cet imaginaire-là et dans l'idée de le rendre réel. Ouais, très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du choix de ton nom de scène? Ah, oui, bien sûr. J'ai eu plein de usernames, de noms d'utilisateurs sur des plateformes où je me disais, bon, ce sera peut-être ça mon nom de scène, peut-être ça. Et je jouais à un test. Il y a une très grande journaliste américaine qui s'appelle Oprah Winfrey qui accueille les personnes qu'elle va interviewer avec beaucoup d'enthousiasme. Et je me disais, si tu imagines Oprah t'appeler sur scène et que ça fonctionne, et ben ce sera ça ton nom de scène. Donc je l'imaginais dire Bilal Hassani. Et j'ai fait, oh ça marche, bon, ben, je vais le garder comme ça. C'est un bon test. C'est un joli test, je le conseille à tout le monde. On retient. Est-ce que tu peux... ensuite, il y a eu YouTube. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur justement tes débuts et tes années YouTube? Bien sûr, je sortais de The Voice Kids, j'avais fait une émission télé qui, dans ma tête, allait m'ouvrir plein de portes dans l'industrie de la musique, qui finalement ne se sont pas ouvertes assez vite pour moi. Alors cet outil YouTube, je l'ai utilisé très vite, très tôt, comme un vecteur un peu de promotion pour ma musique, et aussi pour créer une communauté qui allait être à mon image. C'était encore assez frais à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de créateurs de contenu qui venaient... de créateurs du YouTube qui arrivaient à ensuite aller sur des métiers d'art, des métiers artistiques. Mais moi, j'y ai cru très vite, très tôt. Je me suis dit, tu sais quoi, fais tes vidéos, fais tes covers, raconte un peu ta vie. Et puis comme ça, tu trouveras peut-être, vraiment un public qui saura te soutenir toi. Et ça m'a permis un petit peu de pouvoir entreprendre moi-même beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire si j'avais attendu que les portes s'ouvrent pour moi. Et justement, au début, ils ressemblaient à quoi tes contenus quand tu te lances sur YouTube? Il y avait de tout. En fait, j'avais une stratégie. Au début, je me disais que ce qui marchait bien sur YouTube, c'était les contenus lifestyle. Moi, ce que j'avais envie de proposer, c'était des contenus musique. Donc, je me suis dit que j'allais faire 70% de contenu lifestyle pour répondre un petit peu à ce qui est demandé sur Internet, ce qui était demandé à ce moment-là. Et 30% de contenu un peu musicaux où j'allais faire des covers. Donc, ça allait être des story time ou des vidéos un petit peu de challenge, de choses qui fonctionnaient bien à ce moment-là. Et un peu de musique. Et au fur et à mesure, j'ai un peu fait peser sur la balance la musique plus, et puis à la fin on est arrivé sur du 50-50. Et si on continue un peu le fil de la chronologie, après il y a l'Eurovision, il y a d'abord Destination Eurovision, puis l'Eurovision, on est en 2019. Yes. Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là et qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est très différent. L'Eurovision, c'était une grande scène qui s'ouvrait juste après avoir vécu Internet, où c'était un autre médium en fait pour me présenter, où j'avais peut-être un petit peu plus le contrôle aussi sur ce que je voulais raconter. Là, d'un seul coup, j'ai un peu livré mon image à mon pays et à des médias qui étaient un peu plus généralistes. Et donc, c'est vrai que je ne m'appartenais plus trop. Donc ça a été la partie un peu étrange, devoir apprendre à lâcher prise, à laisser un petit peu l'image qu'on s'est fabriquée un petit peu exister sans nous. Mais à la fois, c'était une très grande formation parce que je suis allée dans toutes les plus grandes scènes de France, d'Europe, pour chanter mes chansons, faire mon album, partir en tournée juste après. Et tout s'est assez rapidement enchaîné après ça. Avant chaque entrée en scène, tu opères une sorte de métamorphose. Oui. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour toi, justement, dans l'expression d'un personnage, d'un persona ?
J'ai toujours trouvé très important l'idée de peut-être séparer un petit peu le soi et la personne qu'on... Et le, bah, si on veut parler un peu d'entrepreneuriat, on est en train quand on raconte de la musique, quand on vend de la musique, on vend un produit quand même. Ce produit, si on veut le créer, le fabriquer et ne pas avoir... et créer une distance avec, j'ai l'impression que de fabriquer une persona, ça peut aider un petit peu à ce niveau-là. J'ai toujours été très fascinée par les figures féminines et ma part de féminité a toujours été très importante dans mon développement personnel et je me suis dit que vu que ma passion c'est la musique, si je pouvais m'exprimer sur scène avec beaucoup de passion, et bien j'allais le faire comme ça, en me présentant comme ça. Mais cette transformation, elle permet aussi de créer, ouais, je pense, une distance avec l'artiste et l'humain, peut-être. Et comment ce persona, quelque part, a fait de toi une inspiration, mais aussi une représentation pour la communauté LGBTQ+. Alors, oui, bah, je suis homosexuel. Ça, c'est pas quelque chose que j'apprends à tout le monde aujourd'hui. Mais oui, en effet, il a été question d'être un peu, peut-être, porteur de ce message-là quand je suis arrivée sur la scène. Et c'est quelque chose que je suis très fière de porter avec moi. Parce que ça fait partie de moi, c'est mon identité. Je suis une personne queer. Et en effet, dans... les médias, quand j'ai été introduit, il existait peut-être pas beaucoup de personnalités queer et peut-être que ma présence a un peu permis d'ouvrir certaines conversations qui n'existaient pas avant. Et moi, ça me pose pas problème. Ça peut être un peu engouffrant parfois quand ça devient incessant et quand ça peut... Parfois, quand, je sais pas, des gros titres peuvent ensuite créer de la récupération qu'on ne peut pas contrôler, etc. Mais j'ai toujours trouvé ça très chouette de pouvoir être porteur d'un message positif, d'amour, et de savoir montrer de l'humanité dans des personnes qui peuvent être vues comme moins qu'eux dans certains débats. Voilà. En 2019, tu fais un choix hyper important. Tu décides de fonder ta propre structure de production musicale, ce qui te permet d'avoir une liberté absolue dans tous les échelons un peu de la production artistique. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Je pense que pour avoir la plus grande liberté créative, si on a les moyens de se l'offrir, et ben c'est très bien l'indépendance. Je pense pour les artistes aujourd'hui, il y a beaucoup des jeunes artistes que je rencontre, je leur conseille presque très rapidement de pas... Enfin, moi je suis plus trop fan du vieux modèle, un peu des contrats d'artistes en maison de disques. J'ai une vision assez unique de mon art et c'est vrai que je trouvais que c'était plus intéressant pour moi peut-être de créer mon label. Donc ça n'a pas été facile. On a créé une boîte de production, une maison d'édition, je suis devenu mon éditeur, on a récupéré mes masters. Tout ça, ça demande beaucoup de travail, que ça soit administratif, mais aussi à la suite de ça, quand on veut du coup fabriquer les projets, créer des projets, des albums, des clips, faire la promotion de tout ça, ça demande aussi beaucoup de moyens. Donc nous, on a dû créer un business model qui était assez efficace pour pouvoir faire perdurer tout ça, pour que ça soit pas juste du one shot qui s'arrête après la production d'un album. Donc ça nous a demandé beaucoup d'investissement que je suis très fière d'avoir fait parce que je pense qu'aujourd'hui, je remplacerai ça pour rien au monde. J'aime beaucoup avoir la main sur tout ce que je fabrique. Et la liberté, ça n'a pas de prix. C'est quoi la suite pour toi, Bilal ? Je suis en pleine écriture de plein de choses, de musique. Il y a le cinéma aussi qui prend une petite place dans ma vie depuis peu, avec un prochain film qui va sortir dans pas très longtemps au cinéma. Je réactive aussi ma chaîne YouTube dans très peu de temps. Dans un peu moins d'un mois, je vais reprendre les vidéos parce que ça m'avait pas mal manqué. Tu vas faire des heureuses et des heureux. Exactement. Ouais. Et je suis vraiment ravie de revenir sur YouTube. Je suis revenue un peu sur Insta, TikTok et tout. Là, j'avais envie de reprendre un peu ma chaîne pour reprendre un peu contact avec ma communauté, les gens qui me suivent, avant de revenir avec un album bientôt. Et voilà. On est ravis de te retrouver. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui est liée au thème de cette édition. Le thème de cette édition est la vérité. C'est quoi ta vision de la vérité ? Je pense qu'il y a quelque chose de subjectif dans ce qu'on peut appeler la vérité, mais la chose qui transperce tout, c'est le fait d'être sincère. Et pour être sincère, il faut de l'empathie.
Et moi, ce que je demande généralement au monde qui m'entoure, aux personnes qui me suivent et aux gens que je rencontre tous les jours, c'est d'être sincère et d'être empathique. Parce que quand on aime son prochain, quand on part du principe qu'on a de l'amour à donner à son prochain, et ben on le comprend plus facilement. Et j'ai l'impression que dans notre époque, on a très peur de l'inconnu, on ne veut pas connaître son prochain, on ne veut pas connaître celui qui est à côté de nous. Et donc on ne le connaît pas, on ne le comprend pas, on ne l'aime pas. Et j'ai l'impression que si aujourd'hui on pouvait redonner un petit peu de place à l'empathie, on avancerait peut-être un petit peu plus facilement vers le mieux. En tout cas, je l'espère. Et voilà, c'est ça ma vérité du jour, je suppose. C'est un très beau message et c'est pas très bien dit, mais non, c'est très bien dit et c'est une jolie manière de conclure cette scène de l'Ampli parce qu'on l'a conclue avec toi. Merci Bilal d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et comme tu peux l'entendre, on est très heureuse et très heureux de te revoir sur les réseaux, sur YouTube et on a hâte de suivre ton actualité. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. On peut l'applaudir.